La thèse évoquée dans le titre de cet épisode n'est pas mineure. Depuis près de 3 ans, la Russie réalise des avancées lentes, pénibles mais néanmoins constantes en Ukraine. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'environnement international s'est aussi retourné contre Kyiv. L'administration Biden, modérément favorable à l'Ukraine, a été remplacée par une administration Trump chaotique, qui s'est parfois montrée ouvertement hostile envers Zelensky. Dans le même temps, la Russie a progressivement réorienté de plus en plus son économie vers la guerre, consacrant une part croissante des capacités vitales de l'État fédéral à l'effort militaire. Donc, les arguments soutenant la thèse du titre doivent être tout aussi solides. Pour voir l'essentiel, il faut élargir notre point de vue et observer la situation dans son ensemble. Des frappes massives à longue portée, une économie en difficulté, une société mécontente, et enfin, une ligne de front qui commence à se figer avec l'Ukraine qui reprend lentement du terrain, morceau par morceau, face à l'envahisseur. Il y a donc des signes que le cours de cette guerre pourrait une fois de plus s'inverser. Nous allons parcourir cet épisode en suivant une chaîne de causes et d'effets, ce qui nous permettra d'identifier les forces clés qui façonnent le cours actuel de cette guerre. Tout d'abord, les frappes à longue portée, le point de frappe de l'Ukraine. Revenons aux premiers mois de la guerre, la défense héroïque de Kyiv et l'échec du siège russe, le passage de la défense à l'offensive, la libération de vastes parties des régions de Kharkiv et de Kherson. Ensuite, les préparatifs de l'offensive ukrainienne de 2023 et la mutinerie de Prigojine. L'Ukraine avait l'élan. Beaucoup laissaient penser que la guerre pouvait se terminer rapidement, et peut-être qu'elle se serait terminée si cela avait été la volonté de faire du principal allié de l'Ukraine, les États-Unis. Washington détenait toutes les cartes, et avec une légère pression, aurait pu aider à achever la destruction de la machine de guerre russe. Mais les Américains craignaient une défaite spectaculaire de la Fédération de Russie, qui pourrait transformer cette puissance nucléaire en une vaste zone de chaos et d'anarchie. Aux yeux de Washington, c'était le pire des scénarios. Même une victoire rapide de l'Ukraine ne justifiait pas ce risque. Comment le savons-nous ? Les exemples sont nombreux. Le plus évident était la gestion ouverte de la guerre par l'envoi progressif d'aide militaire et le resserrement graduel des sanctions. Si l'Ukraine avait reçu dès mars et avril 2022 ce qui arriverait plus tard au compte-gouttes, au cours des 3 années suivantes. Et si la Russie avait été frappée immédiatement par le régime de sanctions, même imparfait, que nous connaissons aujourd'hui, la guerre aurait probablement été terminée au plus tard au second semestre 2023. Le paradoxe, c'est que même sans tout cela, cela aurait peut-être quand même fonctionné. L'exemple le plus clair a été l'interdiction explicite de Washington, faite à Kyiv, d'exploiter militairement le plus grand moment de faiblesse politique de la Russie dans cette guerre, voire depuis des décennies, la rébellion de Prigojine. Si l'Ukraine avait reçu le feu vert pour des frappes massives à ce moment-là, y compris contre des cibles à l'intérieur de la Fédération de Russie, la réalité aujourd'hui pourrait être complètement différente. Au lieu de cela, l'Ukraine a reçu un feu rouge. Sa contre-offensive a échoué pour de nombreuses raisons. Prigojine est tombé de 10 000 mètres. Et à partir de ce moment-là, la Fédération de Russie est devenue la partie ayant l'avantage. Ces événements et bien d'autres sont devenus une leçon brutale mais nécessaire pour Kyiv. Cherchez du soutien, battez-vous pour obtenir du matériel et des financements, mais gardez votre destin entre vos mains. Ne dépendez pas de la bienveillance des grandes puissances. Au moment de vérité, le protecteur peut décider que ses propres intérêts comptent plus que les vôtres. L'Ukraine devait donc observer l'échiquier et se poser une question simple. Que devons-nous faire si nous voulons briser la Russie ? La priver des moyens de faire la guerre. Très bien. Et qu'est-ce qui permet à l'État russe de fonctionner ? Les exportations d'hydrocarbures, le gaz et surtout le pétrole. Selon l'analyse la plus complète, ce secteur pourrait représenter jusqu'à 60% du budget fédéral de la Russie. Alors, que peut-on vraiment faire ? La réponse la plus simple serait les sanctions. L'Ukraine continuera de faire pression pour qu'elles soient renforcées, mais en réalité, elle a un contrôle limité sur ce processus. Alors, que devons-nous faire ? Brûler les raffineries.
Ceci est bien sûr un dialogue imaginaire, mais il reflète la logique des décideurs ukrainiens. L'Ukraine a correctement identifié le centre de gravité de la Fédération de Russie et a décidé de frapper ce point vulnérable. C'était un projet bien plus complexe qu'il n'y paraît. D'abord, il y a eu la stratégie, pour passer du concept à la faisabilité. Ensuite sont venues la conception et les chaînes logistiques. Et enfin la production en série de drones à courte, moyenne et longue portée. Il a fallu des années, mais finalement Kiev a atteint sa pleine capacité opérationnelle. Le tournant est survenu à l'automne 2025, avec la première vague de frappes massives sur les raffineries russes. L'ampleur était telle qu'à certains moments, jusqu'à 40% de la capacité de raffinage russe aurait été mise hors service. Les Russes ont travaillé frénétiquement à réparer ces installations et poursuivre leurs efforts. Mais un fait crucial s'était produit. L'Ukraine avait transformé ce qui devait être le plus grand atout de la Russie en sa plus grande faiblesse. C'est ce que nous avons dit en septembre 2025. Même avec des ressources de défense aérienne plus importantes, la Russie ne peut tout simplement pas protéger chaque installation critique sur son territoire. Surtout lorsque presque toutes se trouvent dans un rayon d'environ 1000 km que l'Ukraine peut désormais frapper. Donc, même si Kiev constate que le point A est désormais mieux défendu et qu'une frappe là-bas donnerait des résultats limités, elle peut frapper les points B à Z à la place, et la Russie sera toujours obligée de réagir. Raffineries, stations de pompage, terminaux, usines industrielles, sites militaires, installations chimiques, pétroliers, bases, entrepôts. La liste des cibles est presque illimitée, y compris la ville du Tsar elle-même. Le lien se trouve dans la description. Maintenant, revenons à l'histoire. Dans la nuit du 16 au 17 mai, l'Ukraine a mené sa plus grande attaque massive de drones à ce jour contre la capitale de la Fédération de Russie, Moscou. Le ministère de la Défense russe a affirmé que 1054 drones ukrainiens avaient été abattus en 24 heures, tandis que le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a déclaré que 81 drones avaient été neutralisés par les seules défenses aériennes de la capitale. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une frappe isolée. Cela faisait partie d'une campagne plus large, à longue portée contre l'État russe, qui se déroule depuis des mois. Notre dernier reportage a été diffusé le 24 avril, alors mettons la liste à jour à partir de cette date. Le 25 avril, l'état-major général de l'Ukraine a confirmé une frappe sur un bâtiment à l'intérieur de l'arsenal de Kadyrovka, exploité par la principale direction des missiles et de l'artillerie de la Russie, le GROW, dans l'oblast de Sverdlovsk. Ce même jour a vu l'une des frappes les plus spectaculaires de cette période. Des drones ukrainiens ont frappé la base aérienne de Tchagoul, dans l'oblast de Tcheliabinsk, à environ 700 km de la frontière ukrainienne. Selon des sources ukrainiennes, des avions Su-57 et Su-34 ont été endommagés et des rapports ultérieurs suggèrent que jusqu'à 4 appareils auraient été touchés. 3 jours plus tard, le 28 avril, l'Ukraine a de nouveau frappé la raffinerie de Tuapse, dans le kraï de Krasnodar. Ces dernières semaines, cette installation a plusieurs fois été la cible d'attaques ukrainiennes et aurait déjà dû suspendre sa production après des frappes. Du 29 au 30 avril, l'attention s'est portée sur les infrastructures pétrolières de Perm et d'Orsk. Près de Perm, la cible était une station de transmission et de répartition de Transneft. À Orsk, la frappe a touché la raffinerie Orsk-Neftorsk-Sinte, l'une des plus grandes installations de ce type en Russie. Le 30 avril, l'Ukraine a également frappé l'usine Sverdlov, à Yerzhinsk. C'est l'un des plus grands producteurs d'explosifs de Russie. Selon la déclaration, l'usine fournit des munitions d'artillerie et d'aviation, des ogives anti-chars et des bombes à fragmentation à haut pouvoir explosif. Le même jour, des drones navals ukrainiens ont également frappé des navires russes qui gardaient la zone autour du pont de Kertch. Les rapports indiquaient qu'un bateau anti-sabotage du projet 21 980 Krachanok avait été touché et des informations ultérieures faisaient état de 9 membres d'équipage tués et de 2 blessés. Ceci est important car cela montre que l'Ukraine frappe aussi l'arrière maritime de la Crimée, érodant systématiquement le contrôle russe et pas seulement les infrastructures terrestres. Quelques jours plus tard, une autre vague majeure est survenue. Le 3 mai, Reuters a rapporté une grande attaque ukrainienne contre la Russie, y compris contre le port de Primorsk sur la mer Baltique. C'est l'un des principaux terminaux d'exportation de pétrole de Russie. Selon la partie ukrainienne, les dégâts ont touché les infrastructures portuaires et pétrolières, ainsi que des navires, dont un petit navire lance-missiles russe de classe Karakourt. L'Ukraine a aussi visé des pétroliers de la flotte Fantôme au port de Novorossiysk. Il convient de noter ici
que l'Ukraine mène également une campagne de frappe dite de moyenne portée, à une distance d'environ 30 à 180 km derrière la ligne de front. Les cibles sont les radars, systèmes de défense aérienne, dépôts de matériel de communication, centres logistiques et véhicules lourds. Reuters a décrit ces frappes comme de plus en plus importantes car elles perturbent l'arrière opérationnel de la Russie et ouvrent la voie à des attaques plus profondes contre les raffineries, les usines industrielles et les infrastructures militaires. Par exemple, le 5 mai, l'IS Ablevo a signalé des frappes sur des cibles comprenant des systèmes Pantsir S-1 dans l'oblast de Bryansk, des dépôts de carburant et de logistique dans la ville occupée de Dovzhansk, un entrepôt d'artillerie près de Novoselivka, des sites logistiques à Donetsk, des installations de stockage de drones et de munitions, ainsi qu'un radar Kasta 2E dans l'oblast de Zaporizhia. Il est important de s'en souvenir. Derrière les grands coups spectaculaires contre des installations majeures se cachent des dizaines, voire des centaines d'attaques de moindre envergure. Revenons maintenant aux frappes à longue portée. Dans la nuit du 4 au 5 mai, l'Ukraine a frappé la raffinerie de Kirychi dans l'oblast de Leningrad, l'une des plus grandes raffineries de Russie. D'après des sources ukrainiennes et occidentales, l'usine a arrêté de fonctionner après des dommages à son infrastructure. Ce même jour, des missiles Flamingo ukrainiens et des drones ont frappé l'usine Vinir Progress à Trebokzhary. C'est une cible particulièrement intéressante car elle est liée au complexe de guerre électronique de la Russie et à des composants utilisés dans les systèmes Shahed et Iskander, ainsi que dans les modules de bombes planantes. Dans la nuit du 6 au 7 mai, une attaque particulièrement intrigante a eu lieu en mer Caspienne. L'état-major général de l'Ukraine a annoncé qu'un petit navire lance-missiles du projet 22 800 Karakour avait été touché près de la base navale de Kaspiisk, au Daghestan. Et ce n'était pas un incident isolé. En mai 2026, pas moins de 5 navires russes ont été touchés en mer Caspienne. Dans la nuit du 6 au 7 mai, un Karakour a été frappé. Dans la nuit du 14 au 15 mai, un autre petit navire lance-missiles et un dragueur de mines ont été touchés à la base de la flottille de la Caspienne à Kaspiisk. Dans la nuit du 16 au 17 mai, un navire de garde-frontière FSB projet 10 410 Svetlak a également été touché près de Kaspiisk. En dépit des apparences, la mer Caspienne, bien que géographiquement enclavée, joue également un rôle dans le théâtre ukrainien. Pour la Russie, c'est une zone arrière sûre pour les lancements de missiles. Et les Karakour sont des plateformes de lancement de calibre utilisées contre l'Ukraine. C'est pourquoi ils figurent en haut de la liste des cibles ukrainiennes. Passons à la suite. Le 8 mai, le SBU a déclaré que son unité Alpha avait de nouveau frappé la raffinerie Ukholperm et la station de transmission près de Perm pour la 3e fois. En 2 semaines, le schéma est clair. L'Ukraine cible à nouveau ces installations, cherchant non seulement à provoquer des incendies, mais aussi à perturber, voire à arrêter, leur fonctionnement. À peu près à la même période, des frappes ont également été confirmées contre l'usine chimique de Bryansk à Selkao, un autre élément du complexe militaro-industriel russe lié à la production d'explosifs. Le 14 mai, des drones ukrainiens ont atteint 3 sites énergétiques importants. Le terminal gazier Taman Nefta sur la côte de la mer Caspienne, la raffinerie Slavneft de Yaroslavl et l'usine de traitement de gaz Astrakhan de Gazprom. Puis, dans la nuit du 14 au 15, les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont mené un raid massif, au cours duquel, selon leur commandant, Robert Magerbrovdi, 55 frappes ont été effectuées contre 23 cibles militaires russes. Parmi les frappes les plus importantes figurait un rare avion amphibie, B-200, un hélicoptère naval, K-27, un système de défense aérienne, Tor M2, un système Pantsir, S-1, et un navire de munitions à Berdyansk occupé. La même nuit, des drones ukrainiens ont également frappé la raffinerie de Ryazan, l'une des plus grandes de Russie, avec une capacité de traitement d'environ 17 millions de tonnes de brut par an. Il s'agit d'une installation importante. Elle produit de l'essence, du diesel et du carburant d'aviation. Des carburants directement liés à l'armée russe. Puis, le 16 mai, l'Ukraine a attaqué Nevinomysk Azot dans le kraï de Stavropol, l'un des plus grands producteurs d'engrais et de produits chimiques de Russie. Mais en pratique, il s'agit aussi d'une installation à double usage. L'ammoniac et le nitrate d'ammonium sont utilisés dans la production d'explosifs et de munitions d'artillerie. Puis, dans la nuit de ce jour-là, a eu lieu la grande opération contre Moscou mentionnée précédemment. Selon la partie ukrainienne, les cibles comprenaient la raffinerie de pétrole de Moscou, les stations de pompage Solnechnogorodskaya
et Volodarskaya, ainsi que l'usine de semi-conducteurs Angstrem à Zelenograd. Angstrem est particulièrement important car, selon le SBU, il produit de la microélectronique et des composants pour le complexe militaro-industriel russe. En Crimée, l'Ukraine a également frappé la base aérienne de Belbek, ciblant des éléments de la défense aérienne russe et l'infrastructure de l'aérodrome. Les jours suivants ont vu des frappes sur la raffinerie de Sezran, la raffinerie de Norilsk et l'usine Nevinomysk Azot dans le kraï de Stavropol à nouveau. Le 22 mai, l'Ukraine a frappé le terminal de Cheskaris à Novorossiysk et l'usine chimique Metafrax dans le kraï de Perm. Soulignons que la carte à l'écran ne montre que les frappes principales. Elle est presque certainement incomplète et ne couvre que le mois écoulé. L'effet stratégique est le suivant. Depuis le début de 2026, l'Ukraine a doublé le nombre de frappes sur les raffineries russes, comme l'a rapporté Reuters. Au total, depuis janvier, 35 unités de distillation primaire, d'une capacité combinée de plus de 390 000 tonnes métriques par jour, soit 2,85 millions de barils par jour, ont été mises hors service, en raison de dommages causés par des drones ou de perturbations connexes. À titre de comparaison, cela représente 12 unités d'une capacité de 187 000 tonnes par jour entre janvier et mai 2025. Très bien, mais certains diront qu'au moins autant, sinon plus, d'armes aériennes tombent sur l'Ukraine. Et ils auraient raison. L'attaque contre Moscou était en quelque sorte une riposte aux frappes russes sur Kyiv du 13 au 16 mai qui ont tué au moins 24 personnes. Rien que les 13 et 14 mai, la Russie a utilisé 1567 drones et 56 missiles de différents types. Puis, dans la nuit du 23 au 24, la Russie a lancé une autre attaque majeure, qui aurait inclus un missile Oreshnik. Et pourtant, il serait erroné d'assimiler la position des deux camps. Ce qui importe ici, c'est l'asymétrie des cibles, des motivations et des tendances. Le premier argument est évident. La Russie est entrée dans cette guerre avec un avantage colossal dans tous les domaines. Le simple fait que la guerre ait duré 4 ans et ensuite, qu'après ces 4 années, le fait que la victime soit capable de lancer une attaque de saturation sur Moscou et de bombarder des cibles sur l'ensemble du territoire russe, jour après jour, est profondément humiliant pour le Kremlin. Deuxièmement, une attaque de 1000 drones sur Kyiv et une attaque de 1000 drones sur Moscou ne peuvent pas être mesurées de la même manière. L'Ukraine se bat pour sa survie. Elle fait tout ce qu'elle peut pour éviter d'être détruite et pour s'assurer que des milliers de soldats tombés ne meurent pas en vain. La Russie est l'agresseur. Chaque frappe de ce type vise à forcer la victime à se rendre. Mais pour l'Ukraine, la reddition est une alternative bien pire. C'est pourquoi les attaques russes, malgré la tragédie des victimes innocentes, ne changent pas radicalement l'équilibre de la guerre. Contrairement aux frappes ukrainiennes, qui pendant de longs mois n'existaient pas du tout et qui maintenant font désormais partie du quotidien des Russes. Troisièmement, le Kremlin trouverait plus facile d'expliquer cette campagne de frappe à longue portée s'il pouvait la relier directement à l'OTAN. Le discours serait simple, les Ukrainiens stupides ne font qu'appuyer sur un bouton alors que c'est tout l'Occident qui attaque la Russie. Mais la réalité est différente. Les Ukrainiens ont conçu, produit et maintenant lancé ces drones eux-mêmes. Oui, ils peuvent certainement compter sur un soutien technique, de géolocalisation et financier, y compris de l'Union européenne. Mais personne ne peut leur enlever cet accomplissement. L'Ukraine a donc transformé une situation de quasi-domination totale de la Russie dans les frappes aériennes, en particulier les frappes à longue portée, en quelque chose qui s'apparente à une parité des frappes. Et c'est un immense succès. Le point ukrainien a atteint le visage de la Russie et lui assène désormais des coups réguliers. Aucun d'entre eux n'est à lui seul un coup de chaos, mais leur effet cumulatif affaiblit la mâchoire du colosse russe. Deuxièmement, l'effondrement économique, déplacer le centre de gravité de la guerre vers les Russes ordinaires. Il ne manque pas d'indicateurs économiques montrant que les choses vont mal. Le fait que plus de 40% du budget fédéral doivent désormais être consacrés à la guerre parle de lui-même. Le budget lui-même devient également plus difficile à modéliser, parce que sa principale composante, les revenus pétroliers, diminuait régulièrement depuis 5 ans, suite à la baisse des prix du pétrole, aux obstacles liés aux sanctions et, ces derniers mois, aux frappes ukrainiennes elles-mêmes qui tiennent lieu de sanctions. En conséquence,
Le déficit fédéral pour les 4 premiers mois de cette année a déjà dépassé l'objectif annuel de 50%. Bien sûr, la guerre avec l'Iran est tombée dans l'escarcelle du Kremlin, comme une manne venue du ciel, apportant une augmentation inattendue des revenus. Selon Reuters, les revenus provenant de cette source en mai devraient être supérieurs de 40% par rapport à l'année précédente. C'est significatif. Mais pour les 4 premiers mois de l'année, il reste en baisse d'un tiers par rapport à l'an dernier. Et deuxièmement, comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents, pour que cet effet soit qualifié de structurel, les prix du pétrole devraient rester élevés pendant 1 an ou plus. Pour l'instant, à la grande joie de Moscou, elle a reçu une nouvelle dérogation mensuelle, la 3e, aux sanctions américaines. Cependant, le ralentissement économique structurel est désormais visible dans presque tous les domaines du fonctionnement de l'État. Ces tendances sont suivies en temps réel par Yevgeny Strebin. Regardons maintenant plusieurs graphiques qu'il a préparés à partir des données officielles du ministère des Finances de la Russie. Le premier graphique montre le volume des obligations fédérales russes OFZ en circulation. En d'autres termes, il s'agit de la dette levée par le gouvernement russe sur son marché intérieur en roubles. La forte augmentation a commencé en 2023. À titre de comparaison, ici nous pouvons voir le rythme de croissance pour chaque année suivante. Chaque année, l'émission s'accélère. Face à la crise économique, notamment bancaire, les Russes préfèrent de plus en plus garder leur argent liquide chez eux plutôt qu'en banque. Ce graphique montre le rythme auquel les Russes retirent de l'argent des banques russes. L'année 2024 s'est terminée avec un solde positif. En 2025, le solde était déficitaire de 800 milliards de roubles. En 2026, les retraits ont déjà dépassé ce seuil dès le mois de mai. Dans le même temps, les banques sont obligées de maintenir leur liquidité en empruntant de l'argent à la banque centrale par le biais des opérations dites de pension, comme nous pouvons le voir ici. Le mécanisme de base est le suivant. La Russie émet de plus en plus d'obligations pour financer le déficit et la guerre. Les banques achètent ces obligations, convertissant des liquidités en roubles en titres d'État. Ensuite, lorsqu'elles ont besoin de liquidités, elles mettent ces obligations en gage à la Banque de Russie et empruntent par des opérations de repos. Mais lorsque le système cesse de s'équilibrer, les banques commencent à faire face à un manque de liquidité, avec des taux d'intérêt élevés, actuellement à 14,5%, reflétant l'inflation réelle. Le crédit est cher. Les entreprises et les ménages ont du mal à renouveler leurs dettes, et les banques deviennent plus prudentes lorsqu'il s'agit de se prêter entre elles. À ce moment-là, la Banque de Russie doit devenir le principal fournisseur de liquidités au système bancaire. C'est dangereux car cela piège l'économie dans une boucle de financement de la guerre. L'État emprunte de plus en plus. Les banques achètent la dette de l'État, perdant ainsi de la liquidité dans le processus. Ensuite, la Banque centrale doit leur fournir à nouveau cette liquidité. Officiellement, le système fonctionne toujours, mais il fonctionne de plus en plus, parce qu'une écriture comptable de l'État est convertie en une autre. Le ministère des Finances émet de la dette, les banques l'achètent, puis mettent en gage cette même dette auprès de la Banque de Russie pour récupérer de la liquidité. Les banques préfèrent acheter des obligations d'État à haut rendement plutôt que de prêter aux consommateurs. Cela affaiblit la demande, l'investissement, l'emploi et tout ce qui s'ensuit. Deuxièmement, le coût du service de la dette augmente. Cette dette est très coûteuse. La Russie paie 14,5% d'intérêt. À titre de comparaison, le taux de l'Allemagne est actuellement de 2,15%. Plus encore, les banques deviennent dépendantes de l'État. En pratique, le système bancaire commence à ressembler à une extension du ministère des Finances. Il finance le déficit, absorbe la dette de l'État, puis doit être maintenu en vie grâce à la liquidité de la Banque centrale. Ainsi, les problèmes budgétaires, la crise du secteur bancaire et la subordination de tout à l'effort de guerre jettent désormais une ombre sur l'ensemble de l'économie de l'État moscovite. Au-delà du déficit déjà mentionné, le plus important depuis 1996, l'économie russe a enregistré sa première baisse trimestrielle du PIB en 3 ans, avec une diminution de 0,3%. Le 12 mai, le vice-premier ministre Alexandre Novak a annoncé que les prévisions de croissance du PIB pour 2026 avaient été réduites de 1,3% à 0,4%. Les autorités elles-mêmes admettent effectivement que le pays est en stagflation. C'est peut-être pour cela que les bénéfices des entreprises russes ont chuté de 33% en janvier et février de cette année par rapport à l'année précédente. Cela provoque une hausse des défauts de paiement des entreprises,
envers les autorités fiscales comme les partenaires commerciaux. Le montant des obligations impayées a atteint 100 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis la crise de 2008. L'économie russe commence à ressembler à une chaîne d'entreprises qui continuent officiellement à fonctionner, mais qui en réalité se doivent de plus en plus d'argent les unes aux autres. Une entreprise ne paie pas la deuxième ne paie pas la troisième, et la troisième ne paie pas le fisc. Ceci apparaît dans certains secteurs. Le secteur de la construction est en plein effondrement, avec des baisses d'environ 30% d'une année sur l'autre, car les ventes d'appartements chutent au même rythme. Les pertes nettes des entreprises charbonnières russes ont été multipliées par 5 d'une année sur l'autre, atteignant 300 millions de dollars. La part des entreprises déficitaires a atteint 61% contre 53% un an auparavant. Dans la métallurgie, le bénéfice de Severstal a été divisé par 370, pour tomber pratiquement à zéro. NLMK, le plus grand producteur d'acier de Russie, s'en sort encore plus mal. Au premier trimestre de cette année, il a enregistré une perte nette de 5,9 milliards de roubles, soit presque 5 fois plus que l'année précédente. Dans le secteur automobile, les ventes d'Avtovaz, le fabricant de Lada, ont chuté de plus de 60%. Le directeur des ventes d'Avtovaz, Dimitri Kostromine, a déclaré, je cite, « À mon avis, ce furent probablement les pires mois de janvier et février des 20 dernières années de statistiques. » Le constructeur de camions Kamaz annonce des résultats similaires. Globalement, les ventes de voitures particulières neuves en Russie ont chuté de 15,6% l'année dernière. Le réseau ferroviaire est un bon baromètre du dynamisme de l'ensemble de l'économie. Il montre le mouvement réel du charbon, de l'acier, du pétrole et des matériaux de construction. Pendant ce temps, Reuters a rapporté qu'en février de cette année, le fret ferroviaire a chuté de 3,2% par rapport à l'année précédente. Et sur l'ensemble de 2025, les volumes de marchandises ont diminué de 5,6%, atteignant leur niveau le plus bas depuis 16 ans. Les baisses ont touché le charbon, la métallurgie, la construction et le secteur pétrolier. Certains pourraient encore dire que nous choisissons ce qui nous arrange, car une liste similaire existe aussi pour l'Ukraine. C'est vrai, mais encore une fois, l'Ukraine se bat pour sa survie. Sa situation économique difficile est aussi surprenante que la neige qui tombe en hiver. La société l'accepte, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Deuxièmement, et c'est peut-être plus important, l'économie n'est pas, du moins pour l'instant, le centre de gravité de la vulnérabilité de l'Ukraine en temps de guerre. C'est parce qu'économiquement, l'Ukraine s'appuie sur sa propre économie de guerre, mais aussi sur le soutien de l'Union européenne et des États alliés. C'est toujours une position difficile, mais cela donne à Kiev une certaine marge de sécurité et l'aide à gérer le budget national. Pour l'Union européenne, même si elle reste souvent faible sur le plan géopolitique, cette forme de soutien est pratique. Le résultat, ce sont des annonces comme le prêt prévu de 90 milliards d'euros. Un chiffre énorme, mais pour l'Union dans son ensemble, cela reste une goutte d'eau, environ 0,5% du PIB annuel de l'Union européenne. Et il faut aussi se rappeler du soutien de pays comme la Norvège, l'Australie, le Japon et le Canada. Tant que l'Occident aura la volonté de soutenir l'Ukraine, l'économie ne sera pas le facteur qui fera tomber Kiev. Et pour Moscou, cela pourrait l'être. Et nous pourrions continuer ainsi, point par point. Une économie est un système de vases communicants. Lorsque ces rouages commencent à se gripper, les effets se répandent dans tous les recoins de l'État. Et lorsque l'économie commence à s'effondrer, il devient non seulement plus difficile de financer la guerre, mais vous commencez aussi à irriter les personnes dont dépend en fin de compte votre pouvoir. Les Russes ordinaires. Troisièmement, la stagnation sociale. Une société apathique, fatiguée de payer pour une guerre qui ne rime à rien. Certaines personnes espéraient, en 2022, que la société russe elle-même deviendrait la force qui arrêterait l'invasion de l'Ukraine. Et malgré quelques troubles, malgré les manifestations de rue menées par des groupes d'individus courageux, le mouvement n'a jamais atteint la masse critique. Les autorités ont rapidement remis tout le monde dans le rang. La société, quant à elle, est revenue à son état habituel. L'apathie. Que pouvons-nous faire ? Les deux camps sont responsables. Pourquoi l'OTAN s'est-elle étendue vers l'Est ? L'Occident a aussi bombardé des gens. Les formules habituelles, familières à beaucoup. Et oui, avec le recul, un soulèvement de masse était probablement une illusion.
Mais cela ne signifie pas qu'il faut sous-estimer l'importance de faire à nouveau peser le fardeau de la guerre sur la Russie. Physiquement, à travers des bombes et des drones qui tombent sur les villes et les usines russes, amenant vers l'Est une réalité que les Ukrainiens connaissent depuis des années. Et économiquement, en faisant payer de plus en plus la guerre aux Russes ordinaires. La Russie, pour le dire gentiment, n'a jamais été un Eldorado. La vie là-bas, surtout en dehors de Moscou, est difficile. Mais jusqu'à récemment, le contrat social semblait encore stable. Les gens acceptaient les conditions imposées par les autorités. Désormais, le Kremlin modifie ce contrat depuis des mois, faisant peser de plus en plus le coût de la guerre sur la société. Bien sûr, la façon dont les gens supportent ce coût dépend de chaque individu, de leur niveau d'endoctrinement, de leurs opinions politiques et de leur situation personnelle. Mais la tendance est clairement négative. Les sondages publics disponibles le montrent. En avril, Vetium a enregistré la plus forte augmentation du mécontentement des Russes à l'égard de la politique intérieure, étrangère et économique de Poutine depuis 8 ans. Les espoirs déçus de voir la guerre se terminer, les restrictions sur Internet et la détérioration de la situation économique ont entraîné la plus forte hausse du mécontentement à l'égard de la politique gouvernementale depuis des années. Selon Vetium, la part des citoyens généralement mécontents de la politique intérieure du pays a atteint 36% fin avril, soit le niveau le plus élevé depuis décembre 2021. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le nombre de personnes généralement mécontentes de la politique intérieure à 36% a dépassé celui des personnes généralement satisfaites à 33%. La société russe montre une fatigue croissante face à la guerre, accentuée par l'incertitude quant à l'avenir, note le sociologue Oleg Jouravliov. Bien sûr, le problème avec la société russe ressemble un peu à notre mème polonais. Ça ne fait pas mal, c'est notre base la plus fidèle. Les Russes sont capables d'endurer beaucoup pour le projet impérial de leur pays. Mais sont-ils capables de tout endurer ? En chemin, nous pourrions faire plusieurs autres arrêts. L'inévitable et profonde vassalisation de la Russie par la Chine, qui a été clairement soulignée lors du récent sommet. Ou l'effondrement à terme du modèle russe fondé sur les combustibles fossiles, à mesure que l'humanité adopte les énergies renouvelables, notamment solaires, véhicules électriques et batteries. Mais restons dans le présent, car l'effet final de tous ces facteurs dont nous avons parlé jusqu'à présent peut être observé sur le plus important de tous, le champ de bataille. Quatrièmement, le front est-il l'épreuve finale ? Depuis l'effondrement de la contre-offensive ukrainienne de 2023, la carte de la guerre a quasiment toujours favorisé la Russie. Mois après mois, le Kremlin enregistrait un bilan territorial positif. La couleur rouge avançait lentement mais sûrement. Depuis l'échec de la deuxième contre-offensive ukrainienne, le Kremlin progressait lentement, réalisant parfois des avancées significatives lors de l'offensive de Kharkiv ou sous la pression durant la seconde moitié de l'année dernière. Vuhledar est tombé, Pokrovsk est tombé, Gouliaïpol est tombé. Les avancées étaient lentes, mais la tendance restait très inquiétante pour Kiev. Les avancées russes devenaient plus visibles, tandis que les avantages de Moscou en termes de main-d'œuvre, d'industrie et de poids économique annonçaient un avenir de plus en plus difficile pour l'Ukraine. Puis, en 2026, cette tendance a connu un arrêt plutôt brutal, comme on peut le voir sur ce graphique de The Economist, basé sur les données de l'ISW. En décembre 2025, la Russie avait capturé Uliaïpol, un centre logistique situé à 80 km à l'est de Zaporijia, alors que le front sud manquait largement de forêts ou de fortifications urbaines. Une route vers Zaporijia semblait ouverte. Le 29 décembre, le commandement russe a annoncé son intention de fusionner les axes d'Orikiv et de Uliaïpol et de progresser vers la ville forteresse de Zaporijia. Mais le début de l'année a changé la trajectoire. Le pendule a commencé à basculer à la fin janvier 2026, lorsque l'Ukraine a lancé des contre-attaques le long des axes d'Alexandrivka et de Uliaïpol. Il ne s'agissait pas d'une grande offensive dans le style de Kharkiv 2022, mais plutôt d'une série d'opérations ciblées et planifiées, au cours desquelles les unités ukrainiennes ont commencé à isoler les saillants russes exposés, à nettoyer les zones grises et à reprendre les localités une par une. L'opération a coïncidé avec des restrictions sur l'accès des Russes à Starlink en Ukraine,
ce qui, selon certaines analyses, aurait considérablement dégradé les communications et la connaissance de la situation côté russe. Kiev aurait également déplacé des formations d'assaut plus expérimentées vers le sud pour renforcer l'axe Ouliaïpol-Alexandrivka. Voyez les chiffres des 4 premiers mois de l'année. Janvier représentait encore la fin de l'offensive russe, qui par inertie s'est traduite par environ 320 km² de gains territoriaux pour Moscou. En février, la Russie était encore le camp dominant, mais son gain net est tombé à environ 123 km². En mars, le front s'est effectivement figé, et les gains russes se sont réduits à seulement 23 km². Avril a été le mois du renversement. La Russie a perdu un total net de 116 km² de territoire contrôlé. Et il semble qu'en mai, cette tendance va se poursuivre, avec l'Ukraine qui récupérera de nouveau environ 100 km² de territoire. Tout au long de l'année dernière, la Russie gagnait environ 10 km² par jour. Au cours des 4 premiers mois de 2026, cette moyenne est tombée à moins de 3. Et si l'on exclut janvier, le dernier mois d'inertie russe, le front est essentiellement figé. De février à avril, la Russie n'a gagné qu'un total net d'environ 30 km², soit 0,34 km² par jour. Comment devons-nous interpréter cela ? Les contre-attaques ukrainiennes étaient peu importantes mais systématiques. Plus importante encore, elles suivaient un nouveau modèle. Reuters l'a décrit comme un modèle dans lequel les drones sont étroitement intégrés à l'infanterie et aux groupes d'assaut. En conséquence, les forces ukrainiennes peuvent détecter plus rapidement les positions russes, détruire de petits groupes, isoler les points avancés, puis envoyer l'infanterie pour reprendre physiquement le terrain. La perte partielle de la capacité de communication russe a également pu jouer un rôle, y compris les problèmes d'accès à Starlink, qui soutenaient les opérations de drones et les communications aux échelons inférieurs. Il en est de même pour les restrictions du Kremlin sur Telegram. Pendant des années, Telegram a été l'un des principaux centres informels de communication de l'armée russe, utilisé par les blogueurs militaires, les unités de première ligne et les réseaux militaires. Alors que l'État cherchait à le restreindre et contrôler plus agressivement, le système de partage d'informations russe est peut-être devenu plus lent et moins flexible. En plus de cela, les frappes persistantes de l'Ukraine contre l'arrière immédiat de la Russie, les dépôts, les radars, les systèmes de défense aérienne et les nœuds de communication, ainsi que les attaques à longue portée contre les sources plus profondes de la puissance russe, les raffineries, les usines chimiques, l'industrie de l'armement et l'infrastructure logistique. En d'autres termes, il s'agit là des effets du premier point de notre liste. Et nous n'avons même pas évoqué l'intensification de la campagne pour isoler la Crimée. Le pont de Kertch est systématiquement perturbé. La Crimée est régulièrement frappée, et récemment, la péninsule a subi une crise du carburant suffisamment grave pour nécessiter un rationnement. Comme le dit le vieil adage, la guerre est un système, et l'Ukraine essaie méthodiquement de frapper tous les goulets d'étranglement possibles dans ce système. Lorsque ces facteurs commencent à se chevaucher, drones, infanterie, problèmes de communication, frappes à courte, moyenne et longue portée, sabotage logistique, pression sur l'industrie et l'économie, l'effet commence à se manifester dans la couche la plus visible de la guerre, la carte. L'Ukraine a ralenti l'avancée de la Russie. La ceinture de forteresses, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinivka et Druzhkivka, tient toujours malgré l'intensification des assauts russes. Dans le nord du Donbass, autour de Leman, Sloviansk et Dibrova, on observe également des actions offensives locales de la part des Ukrainiens. Les forces ukrainiennes ont repoussé les groupes russes dans les zones boisées et le long des routes, en particulier là où les Russes ont tenté des infiltrations. Ce n'est évidemment pas une grande reconquête, mais personne ne s'y attendait. Ce qui importe davantage, c'est l'inversion de la tendance négative et une sorte de retour à la guerre aux conditions fixées par l'Ukraine, fondée sur sa propre force, soutenue par l'économie européenne. Alors, qu'est-ce que cela nous dit ? Tout se résume à l'interprétation des tendances. Personne n'a de boule de cristal, mais la question qui se pose maintenant est « pour qui le temps joue-t-il vraiment ? Quel camp souffre le plus de la trajectoire actuelle ?» Il y a 6 ou 8 mois, la réponse était claire. L'Ukraine devait arrêter cette guerre immédiatement. Mais maintenant, cela ne veut pas dire que Kiev ne souhaite pas la fin de la guerre. Mettre fin à la guerre est, après tout, le but de la défense. La question essentielle porte sur les conditions de sa fin. L'Ukraine devrait-elle maintenant accepter de céder les territoires actuellement occupés à la Russie, de lever les sanctions contre le Kremlin
et d'accepter de limiter ses propres forces armées. Des conditions qui, après tout, étaient bien réelles lors des pourparlers de paix il y a 1 an. Chaque jour qui passe, à mesure que ces tendances se poursuivent, Kiev semble pencher de plus en plus vers une réponse négative. Parce qu'accepter la paix à des conditions défavorables pourrait simplement être une main tendue à un ennemi épuisé. En même temps, l'Ukraine, toujours prise dans la dynamique de la guerre, devrait soudainement fonctionner dans une réalité où rien n'a été réglé. L'épée de Damoclès reste suspendue au-dessus de la tête, et la reconstruction à grande échelle, ainsi que les investissements étrangers, demeurent incertains. Pour le dire franchement, si Poutine acceptait la paix aujourd'hui, Kiev pourrait être tenté de dire non. Soyons honnêtes, l'Ukraine pourrait encore être forcée d'accepter une telle paix. Par exemple, par la menace d'une levée complète des sanctions américaines contre la Russie, ce qui est plus plausible, ou par un arrêt du soutien de l'Union européenne, ce qui est moins plausible. Mais le simple fait que la tendance se soit inversée et que nous nous demandions maintenant quel camp a le plus besoin d'une paix à tout prix est en soi un succès, et le véritable équilibre des forces pourrait et devrait signifier de meilleures conditions pour Kiev, d'importantes réparations, de guerre comme condition non négociable de la paix. Le symbole de la situation actuelle a été le dernier défilé de la victoire, que le Kremlin organise chaque année à Moscou avec faste et excès. C'était traditionnellement une démonstration de la puissance militaire russe. Des systèmes de missiles balistiques lourds, des milliers d'engins, des avions et des systèmes de défense aérienne. Mais à mesure que la guerre s'est prolongée, chaque édition est devenue plus modeste. Le Kremlin a essayé de compenser en sortant des chars des entrepôts qui semblaient plus adaptés à des reconstitutions historiques. Cette année, il n'y avait aucun équipement du tout. Seul un film a été diffusé sur un écran géant. Après le défilé, Poutine a déclaré de façon plutôt inattendue que la guerre en Ukraine touche à sa fin. Bien sûr, le tsar à Moscou n'est pas vraiment connu pour son attachement strict à la vérité. Mais peut-être que cette fois, il y a glissé une part de vérité. Il est possible que Moscou soit effectivement en train de se convaincre que poursuivre cette guerre devient un fardeau de plus en plus lourd. La question est de savoir si l'Ukraine et l'Occident permettront à Moscou d'obtenir cette paix sans en payer le prix. Les tendances actuelles suggèrent que ce n'est pas nécessairement le cas. Et la guerre à notre frontière orientale pourrait encore nous surprendre plus d'une fois.